Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour se divertir. Aujourd'hui, nous allons parler des morts nuls de l'histoire. Nous allons commencer en 1860 avant notre ère en Mésopotamie. Le roi Era-Imiti, roi d'Izine, un bled qui se trouve dans le sud de l'Irak actuel, a un petit souci. Les oracles sont formels, il y a un problème avec les dieux. Les dieux ne sont pas contents et les oracles ont toujours raison. Heureusement, en Mésopotamie, on a un remède pour ça. Ce qu'on fait, c'est que on prend un pélos au hasard, on le met sur le trône quelques jours, et ensuite on le retire du trône et on le sacrifie pour les dieux, et comme ça les dieux se disent « c'est bon, la dette est payée » et le roi peut reprendre sa place. Donc, petite chose quand même, si tes dieux sont assez stupides pour pas faire la différence entre le jardinier et le roi, tu peux commencer à penser à changer de religion. Mais bref, du coup, Era-Imiti se dit « Tiens, je prends mon jardinier, je le mets sur le trône quelques jours. » Il se trouve, d'après la légende, qu'il serait mort d'avoir bu une soupe trop chaude. Alors il va falloir m'expliquer comment on meurt de soupe trop chaude, mais c'est la légende. Et du coup, le jardinier qui est sur le trône se dit « Bah, moi je suis bien là, je reste très bien en fait, y a pas moyen, voilà. » Et puis finalement, l'entourage du roi dit « Pourquoi pas ?» Et finalement, le jardinier est fait roi, et puis ça continue comme ça, et puis voilà, l'ascenseur social fonctionne à l'époque. Alors il est jardinier, peut-être qu'il sait quelles plantes fournissent des substances qui, mélangées à une soupe par exemple, te permettent de rester assis sur le trône du roi. Ensuite on enchaîne en 272 avant notre ère avec ni plus ni moins le cousin d'Alexandre le Grand, Pyrrhus. Pyrrhus, pendant sa jeunesse, aura l'occasion de se distinguer comme guerrier et comme commandant aussi. Il était plutôt intelligent en plus d'être un très bon guerrier. Sa jeunesse va être un peu mouvementée et il va se retrouver otage à Alexandrie, suite à un traité de paix. On pourrait penser que ça va le ralentir, c'est bien mal le connaître, il va entrer dans les petits papiers de la reine Bérénice et épouser sa première fille. Bien joué. Dès qu'il va arriver au pouvoir, il va même réformer l'armée et l'économie et va faire des merveilles. Arrive ensuite l'épisode où le roi de Macédoine meurt et ses trois fils, bien entendu vous vous en doutez, se déchirent pour l'héritage. Eh bien, on appelle Pyrrhus, qui fait les négociations, qui se débrouille tellement bien qu'en récompense, il récupère un beau territoire qui va agrandir son propre domaine. Au final, Pyrrhus, qui aime bien la bagarre quand même, on va pas se le cacher, va se battre avec à peu près tout le monde à l'époque. Les Romains, les Grecs, les Carthaginois, les Macédoniens. En gros, tout ce qui était balèze, il a combattu et il a survécu, ce qui est d'autant plus impressionnant. Il va même combattre contre Sparte. Et à Sparte, ça va se passer un peu moins bien, les Spartiates sont pas connus pour être sympathiques. Donc il décide de dire, finalement je vais plutôt aller vers Argos. Et nous retrouvons Pyrrhus dans les rues d'Argos, en plein combat. Il combat contre un jeune défenseur de la ville, et il se trouve qu'il combat devant chez le garçon. Il est vraiment devant la maison du garçon, et sa mère est perchée sur le toit de leur maison en train de regarder le combat, un peu affolée, vous vous en doutez bien. Pyrrhus est un grand combattant, donc il prend rapidement le dessus et s'apprête à achever le jeune homme. Maman tente le tout pour le tout, enlève une tuile du toit et la balance. Elle tombe pile sur la tête de Pyrrhus, le fait tomber à terre KO, et il n'y a plus qu'à l'achever joyeusement. Ce type, qui a combattu tous les grands empires de son époque, a été tué par une vieille dame avec une tuile. Frédéric Ier de Hohenstaufen, appelé la plupart du temps Frédéric Barberousse, est né en 1122. Il a collectionné les titres prestigieux. Il a été comte de Bourgogne, duc d'Alsace, duc de Souabe, roi d'Italie, roi des Romains et empereur romain germanique. Sur un CV, ça a quand même de la gueule. Il aimait bien se battre, il s'est beaucoup battu en Allemagne, mais il a quand même fait aussi 5 campagnes complètes en Italie. Visiblement, il préférait la météo de la Toscane à celle de la Ruhr, et je pense qu'on est tous d'accord avec lui.
D'ailleurs, il s'est dit apparemment, Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste partent faire bronzette pendant la 3e croisade, donc est-ce que je ferais pas pareil? Mais bon, je peux pas y aller comme ça, il faut que je rajoute quelque chose. Je vais aussi écrire une lettre pour défier Saladin en duel au milieu d'une plaine d'Égypte. Ça va avoir de la gueule pendant la croisade. Donc, Frédéric arrive en Terre Sainte, bien sûr on lui déroule pas le tapis rouge, hein, c'est normal. Mais il arrive à combattre et à obtenir des victoires, ce qui lui permet d'avancer. Après une de ces victoires, il se trouve qu'il fait un peu chaud, hein. On est en Terre Sainte. Donc il décide d'aller se rafraîchir dans le fleuve qui se trouve à côté. Et nos mamans nous ont toujours dit, quand il fait trop chaud, mets-toi de l'eau sur la nuque, afin de t'habituer à la température de l'eau. Mais Frédéric avait oublié ça. Donc, il entre dans l'eau d'un seul coup. Petit souci au niveau de la différence de température. Alors, est-ce qu'il fait un malaise? Est-ce que c'est plus grave? On ne sait pas. Toujours est-il que ce monsieur finira noyé en faisant trempette au lieu de mourir héroïquement dans un duel avec Saladin. Nous arrivons au milieu du XVIe siècle dans la République de Gênes. Sinibaldo Fieschi est un grand ami de cette république et d'Andrea Doria, qui est le protecteur de la République de Gênes. Il a fait beaucoup pour elle. Notamment, il lui a permis de récupérer son indépendance au détriment des Français d'ailleurs. Il lui a permis aussi d'être un peu plus moderne. Effectivement, les doges, qui sont les hauts magistrats de la République, avant étaient élus à vie. Donc un peu de magouille, et puis on avait un peu des vieux croulants. Aujourd'hui, ils sont réélus tous les 2 ans, donc ça bouge un peu plus. Et visiblement, c'était pas par pur intérêt, puisqu'il a refusé le titre de doge qu'on lui avait proposé. Bon, il sera quand même amiral et général, hein, mais il refusera le titre de doge. Il se trouve que Gianluigi Fieschi, le fils de Sinibaldo, se dit, bah finalement, moi, la République de Gênes, je la dirigerai bien moi-même. Donc il va faire sa petite révolte, on fait son petit business, on fait sa petite révolte, il va plutôt bien se débrouiller puisqu'il va réussir à assassiner Gianettino Doria, qui est le neveu d'Andrea Doria et son successeur, il va faire fuir Andrea Doria, donc tout se passe bien, ne lui reste plus qu'à proclamer sa victoire. Pour cela, il va monter sur un bateau, se mettre en figure de proue dans son armure étincelante et déclarer qu'il est maintenant le maître de ce territoire. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Du coup, il marche sur la petite planche qui lui permet d'aller sur le bateau, mais il perd l'équilibre, glisse, tombe à l'eau et meurt noyé comme une grosse courgette lestée à la ferraille. Derrière ça, tous ceux qui l'ont suivi dans sa révolte se feront zigouiller et tout reviendra à la normale. Voilà comment une planche un peu glissante peut éliminer totalement une révolution. Le 17 janvier 1895, M. Félix Faure devient président de la République française, et il le restera pendant un peu plus de 4 ans. Il s'est fait tout seul, il ne vient pas d'une famille riche, il n'a pas fait de grandes études, il est tanneur, mais sa boîte marche bien, il gagne beaucoup d'argent, il devient franc-maçon, ouvertement puisqu'il fait des conventions maçonniques, et puis il se lance dans la politique. D'abord, il devient élu au Havre, ensuite il devient député républicain, puis sous-secrétaire au commerce et aux colonies, sous-secrétaire à la marine, ministre de la marine, et enfin président de la République française. Et Monsieur Faure aime le luxe. C'est un peu un Donald Trump mais avec du goût. Il partage d'ailleurs un autre goût avec certains présidents américains, Clinton et Kennedy pour ne pas les nommer, c'est le goût des femmes. Et Monsieur Faure est connu pour avoir plusieurs maîtresses qu'il invitait régulièrement au palais de l'Élysée. Ce 16 janvier 1899, le président a une grosse journée. Il est déjà empêtré dans le scandale de l'affaire Dreyfus, donc c'est déjà quelqu'un de stressé qui démarre cette journée. Il démarre la journée par un conseil des ministres dédié à l'affaire Dreyfus, parce qu'on n'en sort pas de cette affaire. Ensuite, il enchaîne avec un rendez-vous où il va discuter avec Albert Ier de Monaco et l'archevêque de Paris, excusez-moi mon père parce que je vais pécher, au sujet de cette affaire Dreyfus.
ça saoule un petit peu. Donc il se dit, ça va être une grosse journée, bien agaçante, il faudrait que je me détende après. Donc il fait venir Marguerite, une de ses camarades de jeu habituelles, pour 17 h au petit salon bleu de l'Élysée. Il se trouve que le président, avançant en âge, a échangé la fougue de la jeunesse contre la ruse de l'expérience et utilise visiblement régulièrement des aphrodisiaques. Et si aujourd'hui le Viagra c'est pas toujours conseillé pour le cœur, il y a plus de 100 ans, vous imaginez bien que pour le cœur c'était vraiment pas top. Donc on a un président stressé de base, d'un certain âge, qui a passé une journée hyper stressante, qui en plus prend des substances qui vont agresser son cœur et le faire à moitié exploser, avant de s'engager pour du sexe. Pas besoin de vous dire qu'on est sur le menu best-of de l'accident cardiovasculaire. D'ailleurs, peu de temps après qu'il ait pénétré dans le salon bleu, on entend une voix de femme étouffée et quand son secrétaire entre, il se trouve que le couple est dans une position, disons que madame travaille là-dessus. Du coup, bon, bah, le président, lui, est mort. Une mort pas glorieuse, mais au moins une mort agréable. Certainement plus agréable que les blagues qu'a dû subir sa femme, puisque tout le monde a su comment il était mort, et pour sa femme, c'est quand même moyennement sympathique. C'est peut-être de là que vient l'expression casser sa pipe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a diverti. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite.